J'aimerais inviter notre prochain conférencier, M. Antoine Mathieu, de l'Institut des sciences de la forêt tempérée, à venir présenter. M. Mathieu est biologiste de formation. Il œuvre actuellement comme professionnel de recherche à l'Université du Québec en Outaouais, au sein du laboratoire de David Rivet. Il a effectué une maîtrise en recherche portant sur l'établissement des arbres de haies brise-vent et de bandes riveraines dans le sud du Québec. C'est pas mal chez nous. Donc, je vais laisser, sans plus tarder, la parole à M. Mathieu. Donc, merci d'être ici. Merci à la SCABRIC aussi pour l'invitation. C'est le fun. Moi, je suis venu vous parler, c'est ça, d'agroforesterie. Puis, considérant le thème là, du congrès ici, vous parler un peu comment ça peut nous aider à mieux gérer l'eau en milieu agricole, puis aussi comment ça peut aider les collectivités à s'adapter et à atténuer les changements climatiques. Je voulais vous montrer rapidement c'est quoi un peu les différents types de systèmes agroforestiers qu'on peut voir sous nos latitudes tempérées. Puis aussi, là, juste pour faire un petit tour d'horizon rapide. Premièrement, ça, on n'en voit pas beaucoup ici au Québec. C'est plus présent en Europe. Le sylvopastoralisme, en fait, c'est vraiment l'inclusion d'arbres ou d'arbustes dans des systèmes de pâturage. Mais voilà, dans ce qui nous intéresse là ici, il va plutôt être question de haies dans ma présentation, notamment de systèmes intercalaires, dont vous allez pouvoir entendre parler un petit peu plus en détail, en fait beaucoup plus en détail dans la présentation de Charles qui est juste après. Moi, je vais me concentrer surtout sur la question des haies brise-vent et puis des bandes riveraines là, agroforestières. Donc, les haies brise-vent, souvent, sont implantées pour modifier le microclimat de la parcelle agricole, puis avoir pour effet de protéger du vent, les cultures, mais aussi les animaux d'élevage, les bâtiments agricoles et puis les sols directement. Ici, dans le contexte à la SCABRIC, j'imagine que tout le monde est familier avec le concept de bande riveraine. Quand on y implante des végétaux ligneux, soit des arbres, des arbustes, on peut parler de haies riveraines ou de bandes riveraines arborées. Puis encore là, je ne vends pas le punch à personne. Là, leur fonction principale, c'est la protection des cours d'eau et puis des berges. Donc, pour revenir un petit peu là, sur qu'est-ce qu'on a fait au laboratoire sur le réseau agroforestier en Montérégie. Ça, c'est le projet qui avait été fait à l'été 2021 où on a regardé le taux de survie puis les taux de croissance des arbres un peu partout, dont ici sur le territoire de la SCABRIC, là, au sud-ouest. Puis ce qu'on a trouvé, en fait, là, ce qu'on a mesuré, c'est des taux de survie assez satisfaisants là, globalement, en acceptant le remplacement dans les premières années. C'est sûr que bon, ça modifie à ce niveau-là, mais c'est une pratique qui est courante puis qu'on suggère aussi fortement de faire, évidemment, pour garder des systèmes assez résilients. Et puis, voilà. Pour rentrer dans le vif du sujet, le premier volet, c'est le volet d'adaptation au changement climatique. Fait que comment les haies agroforestières peuvent nous aider à faire face aux extrêmes climatiques, surtout là, au climat changeant qu'on va voir dans les prochaines années et plus, à la fois pour l'agriculture, mais aussi pour la collectivité. Donc, ce qu'on peut observer dans les systèmes protégés par des haies agroforestières, c'est une meilleure utilisation de l'eau puis une meilleure conservation de l'eau aussi au niveau des sols surtout. Au niveau de la parcelle agricole, ce qui est vraiment là, l'élément là, déclencheur, si vous voulez, de tout ça, c'est la modification du microclimat, puis aussi des processus hydrologiques du sol, surtout là, proche des haies. Donc ça va mener à une utilisation plus efficace de l'eau proche des arbres, puis dans les parcelles protégées de l'effet du vent, puis aussi à une favorisation de l'arrachage des eaux souterraines, encore une fois, proche des haies. Donc, la diminution de la vitesse du vent, ça, c'est quelque chose qui est observable. Là, évidemment, là, c'est une photo qui a été prise dans un système intercalaire. Puis quand on peut mesurer là, une protection du vent jusqu'à 20 fois la hauteur des arbres dans la parcelle agricole, si on a des arbres d'environ 5 mètres de hauteur, on peut avoir une zone protégée qui va jusqu'à 100 mètres là, dans la parcelle agricole. Ça, c'est vraiment dans les cas les plus efficaces, là. Normalement, ça se trouve autour de 10 fois la hauteur des arbres, le pic, si vous voulez, là, de protection. Puis, l'effet
l'effet principal que ça va avoir au niveau de l'eau, cet effet-là de diminution de la vitesse du vent, c'est la hausse de l'humidité dans la parcelle agricole. Donc, le vent, en emmenant moins d'humidité de l'air hors de cette zone-là, va permettre de conserver un meilleur taux d'humidité dans les premiers mètres du sol, puis au niveau du sol aussi. Puis ça, c'est un effet qui est associé à une hausse de productivité de certaines cultures, surtout dans les cas d'années sèches, où il va y avoir des problèmes là, de stress hydrique au niveau des plantes en culture. Puis c'est associé aussi là, à d'autres phénomènes comme la hausse de la température, qui n'a pas non plus pour effet d'augmenter la sécheresse, l'aridité, mais climat plus humide, plus chaud. C'est un effet qui est surtout important considérant là, la hausse des températures qui est à venir, à prévoir. Ça, c'est un exemple là, qui vient du scénario RCP 8.5, des données d'Ouranos, je crois, là, qui montrent là, dans notre coin, là, c'est assez incroyable l'effet qu'on va pouvoir observer à des scénarios comme ça. Donc, c'est important là, de protéger des climats excessivement arides. Un autre effet que la protection contre le vent peut avoir sur le microclimat, c'est la conservation du couvert neigeux. On en a parlé un peu déjà ce matin, là. On sait qu'il va y avoir moins de précipitations au niveau de la neige l'hiver, donc c'est important de mieux la conserver, surtout dans des contextes où on va prioriser des cultures comme des céréales d'hiver, de la luzerne, des choses comme ça, qu'il faut qu'ils soient protégés des froids pendant l'hiver. Étant donné que la neige, c'est un bon isolant, bien, ça peut vraiment augmenter là, la résilience de ce type de culture-là. Notamment, il y a eu des hausses de rendement qui ont été observées là, dans des systèmes où c'était protégé par des haies brise-vent. Puis, au niveau du printemps, au niveau des eaux de fonte, vu que la neige peut être mieux distribuée, il va y avoir moins peut-être d'impact là, dans des sites plus propices où l'eau s'accumulerait sous forme de neige autrement. Puis, ça peut un peu, là, si vous voulez, dissiper le problème là, pour le rendre moins problématique dans des échelles plus courtes, plus petites. Ça, c'est plus au niveau vraiment proche, localisé des haies. C'est l'effet des racines profondes sur le sol. Il va y avoir des effets directement des racines sur l'eau qui peuvent ramener l'eau des couches du sol plus profondes vers les sols de surface qui pourraient être plus secs dans des cas comme celui-ci. On peut parler même de bioirrigation, là, qui est un sujet un petit peu plus à l'étude là, depuis plusieurs années, où lorsqu'il y a des transferts d'eau entre les arbres puis les plantes en culture via des réseaux mycorhiziens. L'effet filet de sûreté, ça, c'est quand les racines d'arbres, en fait, peuvent retenir les intrants agricoles et puis l'eau qui pourrait passer, qui ne serait pas captée, si vous voulez, par les racines des plantes en culture. Étant donné qu'il y a des racines qui sont plus profondes, encore une fois, on peut ramener là, ces intrants-là en surface via les phénomènes de lift hydraulique ou via la litière aérienne des arbres, c'est-à-dire les feuilles, etc., qui retombent au sol, qui ramènent ces nutriments-là dans le cycle. Un autre effet aussi des racines, c'est de modifier la structure du sol. Ça peut favoriser la formation de micropores et de macropores dans les sols autour de la rhizosphère, ce qui va rendre les sols plus poreux et moins denses, qui va permettre ensuite, indirectement, une meilleure infiltration de l'eau, puis aussi une plus grande disponibilité en eau dans les régions, encore une fois, là, qui sont proches des arbres. Donc, ce sol-là a une capacité accrue d'infiltration, de rétention et de stockage d'eau. C'est pas comme l'effet, là, par contre, là, au niveau de la zone protégée du vent là, qui se passe vraiment sur une plus grande section de la parcelle. Ça, c'est des effets assez localisés, mais quand même là, pertinents là, à souligner, surtout dans des endroits où il pourrait y avoir des problématiques. Ça peut être intéressant. Donc, ces processus-là peuvent mener à une plus grande résilience de la parcelle agricole, là, des systèmes agricoles face aux extrêmes climatiques. Par exemple, lorsque des épisodes de sécheresse, on va maintenir une meilleure humidité de l'air, un peu réduire là, le stress hydrique associé aux plantes en culture. Puis à l'inverse, lorsqu'il y a des épisodes de pluie intense, en venant diminuer l'eau de ruissellement puis augmenter l'infiltration, on se retrouve plus là, face à un scénario où l'eau va moins là, s'amener sur les premières couches de sol qui vont rester autrement un petit peu plus sèches étant donné que l'eau s'infiltre plus. Donc, on est capable là, à ce moment-là de travailler un peu plus les premiers
rentrer dans les champs, puis bon, on n'est pas face à des champs qui sont complètement imbibés puis inondés. En ce moment, au labo, avec David puis un autre membre de l'équipe, on est en train de faire une méta-analyse globale là, sur les effets qu'on peut observer dans des systèmes agroforestiers partout à travers le monde, peu importe le type de système, puis un peu partout, là, en fait partout dans le monde. Puis ce qu'on observe au niveau de l'eau, des éléments qui sont à l'étude par rapport à la gestion de l'eau, c'est des effets qui sont soit strictement positifs ou qui sont neutres, voire là, bon, il n'y a pas vraiment d'effet. Puis comme vous pouvez voir, il n'y a pas encore énormément là, de connaissances là, scientifiques sur le sujet. C'est quelque chose qui est encore en développement. Là. Évidemment, on en connaît sur les mécanismes, on en connaît sur les processus, mais il y a beaucoup de travail à faire dans les champs pour voir là, comment ça se passe là, vraiment spécifiquement. À l'échelle du paysage, plutôt à l'échelle de la collectivité, il peut y avoir des effets aussi bénéfiques là, par rapport à l'atténuation, l'adaptation au changement climatique. Notamment, encore une fois, là, je ne vends pas le punch, mais le maintien de la qualité de l'eau et puis la réduction des risques d'inondation aussi qui est liée à un meilleur taux d'infiltration de l'eau dans le sol. Donc, les deux grands processus principaux pour le maintien de la qualité de l'eau, c'est la réduction de l'érosion et puis aussi du lessivage des intrants. Donc, engrais, pesticides, là, surtout, qui sont à l'étude. Au niveau de l'érosion, il y a des études qui ont été faites qui comparaient des haies strictement herbacées, là, où il y avait juste des plantes herbacées, pas de bois, avec des haies où il y avait des arbres, des arbustes. Puis on peut observer, là, dans certains cas, des réductions là, assez massives là, dans des haies où il y a des arbres de sédiments. Donc, qui pourraient filtrer là, plus efficacement, là, pas filtrer, mais retenir mieux les sols, étant donné, encore une fois, l'effet des racines profondes. Puis, au niveau du lessivage des intrants agricoles, ce qu'on observe, c'est surtout une efficacité accrue à retenir l'azote, surtout, c'est ça qui est à l'étude souvent, mais dans l'eau qui est plus souterraine. Au niveau de l'eau de surface, c'est vraiment plus les herbacées qui sont efficaces à ce niveau-là, étant donné que, au niveau du sol, un arbre, c'est un tronc, puis c'est pas grand-chose d'autre. Il n'y a pas vraiment rien qui retient au niveau des tissus végétaux là. Donc, ce qu'on recommanderait, c'est de prioriser des bandes riveraines qui contiennent à la fois des arbres et des herbacées, question d'avoir un peu une efficacité à tous les niveaux. Au niveau de la qualité physique des cours d'eau, on est conscient que l'ombre, des fois, qui manque est un manque à gagner au niveau des écosystèmes là, ripariens. Puis ça, moi, je ne suis pas un zoologiste non plus, je ne suis pas un expert là, des animaux, mais on sait que chez les poissons, il peut y avoir beaucoup d'effets délétères du manque d'ombre, d'un trop grand ensoleillement sur la santé, là, puis plein de processus physiques là, chez les poissons. Donc, si on ramène de l'ombre, on réduit ces risques-là. Puis j'aurais tendance à dire que si c'est bon pour les poissons, c'est aussi bon pour le restant de la faune là, des rivières. Mais j'avoue qu'il faudrait demander peut-être à quelqu'un qui se connaît un peu plus que moi à ce niveau-là. Au niveau des réductions des risques d'inondation, je reviens encore à la question de l'infiltration de l'eau, qui est favorisée là, dans des systèmes comme ça, où il y a des racines d'arbres plus profondes qui vont venir modifier le sol. Évidemment, moins il y a d'eau de ruissellement qui se ramasse dans les cours d'eau, moins rapidement. L'eau qui se ramasse dans le sol puis qui percole après ça, ça laisse plus de temps là, aux rivières d'évacuer le surplus, puis on vient réduire aussi à ce niveau-là, pour les collectivités, là, les risques reliés aux épisodes de pluie trop intenses. Les arbres, les systèmes agroforestiers peuvent nous aider à s'adapter, oui, mais aussi à atténuer directement les changements climatiques, donc à les combattre, en captant et en séquestrant du carbone. Ça, c'est le processus là, probablement que tout le monde connaît le mieux. Mais il y a aussi une question de la limitation des émissions de gaz à effet de serre dans les systèmes, là, dans des haies agroforestières, puis là où il y a des arbres. Donc, on va en parler un petit peu plus. Au niveau de la séquestration du carbone, on sait que le gaz carbonique, encore une fois, c'est le gaz à effet de serre le plus populaire. C'est vraiment celui qui est au sommet là, de la problématique. Puis, ce qui est intéressant avec les arbres, les arbustes, c'est qu'ils séquestrent ce carbone-là à beaucoup plus long terme dans leur tissu, dans le bois,
que des plantes herbacées qui ont un plus grand roulement, là, qui vont relarguer ce carbone-là plus rapidement. Donc, en séquestrant le carbone dans le bois, on peut le garder là, à plus long terme. Puis ici, je vous ai mis un exemple là, d'une comparaison qui avait été faite entre une haie où il y avait des peupliers matures et puis seulement des herbacées. Puis il y avait 18 fois plus de séquestration de carbone là, dans une haie qui contenait des arbres. Donc, assez intéressant à ce niveau-là. Puis je vous ai mis aussi un graphique là, du GIEC qui, selon eux, dans les solutions naturelles, l'implantation de systèmes agroforestiers, c'est probablement la meilleure solution. Là. Bon, c'est des vieilles données quand même, là, 2000, mais quand même à considérer. Là, si on peut modifier un petit peu, seulement qu'en pourtour, là, les systèmes agricoles, on peut vraiment s'aider, donner un coup de pouce à la séquestration de carbone à ce niveau-là. Ça, c'est, je vous ai montré, je veux juste montrer rapidement là, un autre projet qu'on est en train de faire au laboratoire en ce moment avec l'équipe. C'est un projet de recherche sur la séquestration là, de carbone dans les arbres de haies agroforestières. Ça a été fait sur les mêmes sites qui avaient été visités, là, que je vous ai présenté un petit peu plus tôt sur la carte. Puis on compare là, la séquestration de carbone dans différentes catégories de haies, là, catégories d'âge, les types de sols, pour vous essayer de comprendre un peu plus qu'est-ce qui influence là, ces mécanismes-là, puis qu'est-ce qu'on observe ici là, en Montérégie. Donc, au niveau de la séquestration des gaz à effet de serre, il y a dans les tissus végétaux, dans le bois, mais il y a aussi dans le sol, qui est quand même là, un des très grands réservoirs là, de carbone. Et puis, il y a des études qui montrent qu'il y a une favorisation de la stabilisation de carbone à plus long terme qui est due à la présence des arbres. Donc, dans les sols qui sont sous les arbres, les arbustes, il va y avoir possiblement là, une plus grande stabilisation du carbone à long terme, sauf que c'est des processus quand même qu'il faut garder en tête que ça prend du temps. Puis, ça se passe surtout dans les couches superficielles du sol. Puis, ça prend du temps parce que les arbres, quand ils sont matures, c'est là où il va y avoir une meilleure séquestration. Un arbre qui est tout petit n'aura pas beaucoup de carbone le séquestré. Puis, à long terme, là, on vient vraiment voir le plus grand effet de ces processus-là. Au niveau des émissions de GES, il y a une diminution des émissions qui sont observables sous les arbres. Ça, c'est dû à une réduction de la température, mais aussi à un meilleur recyclage des nutriments dû à une abondance puis à une diversité des organismes dans la rhizosphère, soit autour des racines. Puis, la diminution du relargage de certains GES aussi, c'est un effet qu'on observe là, lié à ces processus-là, notamment quand on parle du protoxyde d'azote, là, qui est un gaz à effet de serre assez puissant, puis dont on entend pas mal parler dans le milieu de l'agriculture. Il peut y avoir des flux qui sont beaucoup plus inférieurs là, dans les premiers mètres d'effet d'une haie, comparativement à des systèmes là, témoins qui ne comprennent pas d'arbres. Donc, il peut y avoir une bonne réduction à ce niveau-là. Aussi, il y a des études là, qui cherchent un peu à estimer c'est quoi le potentiel de séquestration à long terme là, de plusieurs types de solutions nature. Puis, il y avait une estimation qui montrait là, que si on reboisait les haies riveraines dans des milieux agricoles où naturellement c'est des forêts qui se retrouvent là, c'est quand même des haies riveraines là, assez larges là, qui considèrent dans ce scénario-là de 30 mètres de large. Pourrait séquestrer plusieurs milliers de tonnes, même voire des millions d'ici l'horizon 2050 à l'échelle du pays. Juste pour vous donner un peu une idée de grandeur. Donc, je voulais juste terminer rapidement en vous montrant quelques activités qui sont à venir dans la Montérégie, puis aussi en ligne par rapport à l'agroforesterie, si ça vous intéresse. Il va y avoir une formation offerte par le CRAC en ligne à la fin de l'année sur ce qui est écrit là, le rôle de l'agroforesterie dans l'atténuation et l'adaptation liées au changement climatique, qui adresse la conception, l'implantation puis l'entretien des systèmes agroforestiers. Ça s'adresse aux producteurs, mais aussi aux conseillers. Puis il va y avoir une caravane agroforestière là, cet été en Montérégie, un peu comme les caravanes de santé du sol, là, qui vont un peu montrer là, différents sites je veux le dire, là, qui vont aller sur différents sites pour montrer comment ça se passe directement sur le terrain, les sites de démonstration. Donc,
pour finir, dans le fond, ce que je veux que vous reteniez, c'est que l'agroforesterie, les haies dans notre coin ici, là, dans le sud du Québec, peuvent permettre à la fois l'adaptation et l'atténuation des changements climatiques grâce à une meilleure conservation, une meilleure utilisation puis une protection de la qualité de l'eau. Donc voilà, merci beaucoup. J'aimerais donc inviter la salle à poser des questions à notre conférencier. Donc, est-ce que vous avez remarqué ou est-ce que vous avez analysé, étudié les rendements? Je m'excuse, j'ai posé la même question tantôt. De maïs, quand ça s'installe dans un champ, oui? Oui, ça a été étudié là, aux États-Unis notamment, mais aussi au Québec, là, dans une plus petite proportion. Puis, ce qu'on observe, là, c'est, encore une fois, lors des années sèches, surtout, des hausses de rendement dans la zone protégée là, par des briseurs. C'est un effet qui est... Bien, je vais vous remontrer le petit graphique que j'avais mis. Là. Ça, j'ai tiré ça d'un guide du CRAAC. Tu sais, ce qu'on voit souvent, c'est la baisse de rendement proche de la haie. C'est les plantes qui ne poussent pas, qui sont en compétition pour la lumière, pour les nutriments, mais à l'échelle de la zone protégée, il va y avoir une hausse de rendement observable. Ça dépend du contexte aussi. Là. Il y a des fois où il n'y a pas du tout de hausse de rendement qui avait été mesurée. Ça dépend de beaucoup de contextes, là, comme le type de sol, etc. Mais oui, ça a été mesuré. Si je me permets une autre question, oui. Ce schéma-là suggère aussi une distance idéale entre chaque rangée. Oui. Bien là, on rentre plus dans le domaine du système intercalaire, là, je pense. Mais oui, c'est sûr que l'effet s'estompe là, au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la haie, parce que la zone d'influence est vraiment plus, là, comme vous dites, là, localisée dans, disons, là, de 6 à 7 fois la hauteur des arbres. Ça, ici, c'est en hauteur d'arbre. C'est très conceptuel, là, mais voilà. Est-ce qu'il y a des espèces forestières qui sont plus efficaces que d'autres? Est-ce que vous faites plusieurs espèces ou il y a des tests différents qui sont faits parmi les différents systèmes agroforestiers? À quel niveau? Au niveau de l'effet? Est-ce que c'est des feuillus, des résineux? Quel genre d'espèces vous mettez? Dans ce qui est implanté, dans ce qui a été implanté plus, il y a quelques décennies, c'était beaucoup du résineux parce qu'on essayait de faire des brisements les plus opaques possibles, les moins poreux. Maintenant, c'est vraiment plus des mélanges d'espèces qui sont priorisés, autant au niveau pour favoriser la biodiversité, parce qu'il y a beaucoup de frênes qui ont été plantées. Puis là, ben, c'est problématique en ce moment parce que les frênes, ils sont comme morts là, à cause de la grêle. Fait que souvent, quand on se promène, on voit des haies qui sont assez dégarnies à cause de ça. Puis pour éviter que ça arrive, ben, on essaie de prioriser justement des aménagements qui sont plus divers. Mais on se rend compte aussi que c'est important d'avoir une porosité de la haie qui n'est pas trop dense. On veut des haies quand même poreuses parce que si on coupe trop le vent, ça fait l'effet un peu d'un mur. Et le vent revient très fort lorsqu'il revient dans le champ. Donc, ouais, je ne pense pas qu'il y ait eu de test à l'effet des espèces, là, vraiment des essences sur la qualité de la protection. Mais ce serait intéressant à vérifier. C'est vraiment plus une question là, de physique, là, de mesurer la porosité. Puis c'est ça qui est utilisé beaucoup. Là. Est-ce que le fait d'avoir peut-être différentes tailles d'arbres, parce que là, ils sont tous plantés au même moment, ils vont atteindre la même maturité. Ouais. Est-ce qu'il y a des entretiens qui sont prévus de couper certains arbres pour essayer d'avoir une hétérogénéité en termes de hauteur? Une hétérogénéité en hauteur, peut-être pas nécessairement, mais c'est plus au niveau de la succession. Comme il y a beaucoup d'aménagistes qui, eux, ils aiment ça, ils essaient de penser à des systèmes qui sont résilients dans le temps et qui commenceraient en disant planter des peupliers qui poussent vraiment vite, peupliers hybrides qui vont faire un effet brise-vent rapidement. Puis après ça, bien, en plantant d'autres espèces, que ce soit entre les peupliers ou dans une autre rangée en arrière, qui vont être à croissance beaucoup plus lente, vont pouvoir prendre le relais après. On peut couper les peupliers, continuer d'avoir un effet. Mais souvent, si c'est prévu comme ça avec des coupes, c'est pas souvent ça qui se passe parce que
Après ça, il y a un manque de suivi à long terme de ces systèmes-là. Disons qu'on voudrait couper les peupliers après 10-15 ans. Bien, après 10-15 ans, souvent, on peut avoir oublié qu'on voulait les couper. Il n'y a plus personne qui suit vraiment ça. Mais ce serait vraiment quelque chose c'est quelque chose qui est réfléchi, mais qui est rarement appliqué, en fait. Une des réticences qu'on entend souvent des producteurs, c'est notamment pour les bandes riveraines avec arbres, c'est que le producteur est responsable de l'entretien. Et ça vient un enjeu avec la MRC souvent. C'est qui fait l'entretien justement s'il y a des arbres qui sont endommagés, qui bloquent une voie navigable ou autre. Est-ce que vous avez une réponse à ça? Moi, non. Charles a l'air d'en avoir une. Mais oui, c'est clair que c'est un enjeu, ça, dont on est conscient, puis c'est un peu le problème, comme beaucoup là, de choses, tout le monde se renvoie la balle, là. C'est vraiment la responsabilité à comme personne, mais oui, ça retombe sur les épaules du producteur, comme tu dis. J'ai pas vraiment de réponse à cet effet-là. C'est sûr que c'est quelque chose à adresser, je pense, là, l'entretien à long terme des systèmes agroforestiers, parce qu'on est encore, tu sais, on pousse pour le développement, mais après, qu'est-ce qui va se passer? Il y a probablement des espèces qui sont qui nécessitent moins d'entretien, qu'on pourrait prioriser. Parce que c'est intéressant, les chiffres qu'on voit en termes de séquestration, réduction de l'érosion et tout, mais après, c'est vraiment ce problème terre à terre de gestion. Ça peut être un problème. J'ai vu des producteurs qui ont eu vraiment la misère avec ce genre de choses. Alors, ils montrent un peu l'exemple aux autres, de la mauvaise façon. Oui, je comprends. Dire, on va rester avec des bandes arbustives à l'avenir parce que c'est moins de troubles. Mais c'est quand même efficace. Je veux dire, une haie arbustive fait quand même un très bon travail. C'est sûr que si on veut avoir l'effet brise-vent, là, ça prend de la hauteur. C'est plus ça l'intérêt. Là, au niveau de la séquestration de carbone aussi, les arbres sont intéressants là, pour les raisons submentionnées. Mais oui, l'entretien, on va en parler, je pense. On me fait signe qu'on va en parler. Est-ce qu'à ta connaissance, une organisation suit le développement de cette pratique-là au Québec en, je ne sais pas moi, en kilomètres de haies brise-vent? Est-ce que, je sais pas, est-ce que Mélanie ou MAPAC, est-ce qu'on suit ça ou je ne sais pas? Bien, pas que je sache. Après, c'est souvent les différentes instances. Si la majorité des gens qui vont utiliser, qui vont implanter des systèmes agroforestiers, des haies, en ce moment, passent par Primevert ou par ALUS. Fait qu'eux ont plus les chiffres reliés à leur projet, mais après, je pense pas qu'il y ait personne qui regarde ça au niveau plus global puis au niveau de la province, du territoire. C'est un des problèmes auxquels nous, on fait face là, quand on veut faire des études, justement, parce que c'est l'information qui est un peu dispersée là, un peu partout. Je vais compléter. Je ne pensais pas que je serais interpellée pendant cette période-là. Mais tu as mentionné une partie de la réponse dans le sens où, oui, effectivement, au niveau de Primevert, puis sûrement au niveau d'ALUS, donc toutes les sources de financement ont leurs propres moyens de documenter, de répertorier, si on veut, les kilomètres ou les mètres carrés aménagés. C'est sûr qu'en bout de ligne, on essaie de le faire au MAPAC, mais c'est sûr qu'il y a eu tellement de sources de financement différentes. Quand tu veux remonter dans le temps, c'est pas facile. Parce que, bon, il y a le Primevert, il y a ALUS qui est arrivé, il y a la Fondation de la Faune qui a ses sources de financement, il y a d'autres. Les OBV qui en ont fait puis qui sont allés chercher avec le ministère de l'Environnement ou avec d'autres sources. Donc, c'est d'avoir les données, puis ils ne sont pas nécessairement toutes sur le même format aussi. Donc, c'est pas quelque chose de facile. N'empêche qu'avec le plan d'agriculture durable, ça fait partie des objectifs là, d'aller... on veut doubler les kilomètres de bandes riveraines aménagées. Donc, c'est sûr qu'on va chercher ce genre de données-là. En 2030, on va essayer d'avoir un chiffre, mais ça va rester des données partielles. Donc, des données complètes, exhaustives de ce que tout le monde fait. Il y a des producteurs qui partent de leur plein gré, de leur propre chef, de le faire sans source de financement, vont chercher leurs arbres, ils le font. Ça a un avantage agro-environnemental certain, mais on n'a pas l'information. Donc, voilà. Ce qui serait intéressant peut-être à ce niveau-là, mais je ne sais pas qui pourrait faire ça, mais ce serait des campagnes de télédétection, que ce soit par satellite ou, bon, c'est ce qui est le moins coûteux en ce moment, je pense, là, quand c'est pas hyper local. Mais
à creuser. Parce que c'est sûr que c'est quelque chose qui manque là, au niveau de, tu sais, quand on veut justement estimer les potentiels ou estimer la séquestration de carbone qu'il y a eu, par exemple, au Québec, on peut comme pas vraiment le faire très bien, justement, à cause de manque de ressources comme ça. Je sais qu'en Saskatchewan, ils ont essayé beaucoup, eux, ils en ont vraiment énormément, beaucoup, là, des haies brise-vent, depuis le début des années 1900, là, qui en implantent. Puis il y avait des équipes de recherche là, qui s'étaient vraiment penchées sur la question de... Eux passaient justement par la télédétection, satellite, puis tout ça, mais c'était... Encore là, c'est boiteux, là, c'est difficile à faire, là, je pense. Bien, ma question a été un peu répondue. C'est en lien avec les haies arbustives. En Mauricie, on se rend compte qu'il y a plus d'engouement pour les haies arbustives parce que c'est plus facile à entretenir. Fait que là, tu as répondu que ça séquestrait moins de carbone parce que c'est moins gros, là, mais c'était juste pour vous dire que ce qu'on a constaté, c'est que ça faisait une barrière physique intéressante le long des cours d'eau. Puis ça, c'est plus difficile à quantifier, puis c'est plus gênant à quantifier aussi. Mais pour avoir vu des dommages par des herbicides là, sur des haies arbustives qui s'en sont sortis finalement, là, mais on se rend compte que, tu sais, oui, ils respectent la bande riveraine, mais il reste que d'avoir une barrière physique le long des cours d'eau, là, c'est un bel avantage, je pense, là, pour ce qui est fertilisation puis pesticides. Puis aussi, je voulais vous mentionner que la Fédération de l'UPA de la Mauricie a un projet dans notre part, Mauricie, sur les haies courtes et denses, à la manière des Anglais, donc des arbustes plantés serrés. On a un site de démo à Saint-Jean-des-Piles puis un à Saint-Barnabé qui vont être visitables dans 2-3 ans là, parce qu'il faut leur laisser le temps de pousser. Puis, il y a un projet d'entretien mécanisé, donc de bords de champs et de haies. C'est ça. Fait qu'il y a eu 2 démos. C'est sûr que, tu sais, c'est pas de la taille à la main. Fait que c'est quelqu'un, peut-être, qui travaille dans le bois va trouver ça un peu épouvantable parce que c'est des grosses scies là, qui passent puis qui coupent tout. Mais de l'œil des producteurs agricoles, bien, ça peut répondre à un besoin là, rapide d'enlever des branches là, qui vont dans le champ. Fait que si ça vous intéresse, ça va être disponible en ligne. Merci. Merci pour l'intervention. Je veux juste savoir, vous avez pensé la cohabitation des racines avec les drains agricoles souterrains. Oui, oui, ça c'est un enjeu dont on entend parler, c'est sûr. La question se pose un peu des fois. Il y a des gens qui ont essayé de faire des études là-dessus, spécifiquement, le blocage des drains par les racines. Puis ce qu'eux avaient observé, c'est que dans une haie là, qui avait notamment des saules et des peupliers qui sont connus pour être assez terribles à ce niveau-là, c'était vraiment localisé dans les premiers 2 mètres de la haie, puis dans les premiers 40 cm. C'était vraiment là que les racines étaient le plus localisées. Selon ce qu'eux avaient mesuré, si on a des drains assez profonds, là, à 4 pieds, ça ne semblerait pas poser problème, mais comme je vous dis, ça c'est une étude qui a été faite, c'est pas quelque chose qui a été très observé. C'est quelque chose qui gagnerait à l'être là, davantage, là, parce que c'est sûr que c'est un enjeu là, qu'on entend souvent, puis malheureusement, je n'ai pas de réponse pour vous. Oui, ça, c'est sûr. En dessous de l'arbre, oui, ça, c'est sûr. Après, si on laisse une certaine distance latérale entre la haie et le drain, c'est les pratiques qui sont suggérées, notamment, là, mais... Maintenant, les gens drainent les terres aux 30 pieds entre les drains. Il reste beaucoup de l'espace pour planter un arbre, là, sans que les racines atteignent les drains. On aime ça, parler d'agroforesterie. Ça sera vraiment pas long. Dans le fond, on fait 2 choses. On essaye, bien d'abord, on ne plante pas où est-ce qu'il y a les sorties de drains. Ça nous aide à les identifier en plus. On s'assure d'avoir des barres lisses là, au niveau des sorties de drains pour pas que les racines puissent rentrer dedans. Puis on ne met pas de collecteur le long des haies si on n'a pas encore drainé. Puis si on plante après avoir drainé, on s'assure de connaître le réseau de drainage souterrain puis de s'assurer, OK, qu'est-ce que je m'en viens faire là? Est-ce que je vais planter ça le long d'un collecteur? Ça, les collecteurs, ça récupère l'eau des autres drains latéraux, là. Fait que si on bloque le collecteur, on bloque tout. On peut peut-être vivre avec un peu de blocage d'un latéral, parce qu'on l'a dit, il va pomper l'eau de toute façon. Fait que, tu sais, il faut juste savoir ce qu'on est en train de faire puis appliquer les bonnes pratiques. Il y en a sinon qui, pour rajouter Moussa une autre petite 2 secondes, qui suggèrent de faire, si c'est problématique, là, dans des endroits où il pourrait avoir problème parce qu'on sait qu'il y a des drains, de carrément tailler les racines là, avec des outils dans le sol pour venir couper
les racines des arbres là où il pourrait avoir un problème avec le drain là, à proximité. Donc ça, c'est une pratique qui se fait. Là. Peut-être que Charles va nous en parler aussi. À suivre. Merci. Donc, effectivement, merci.